C'est un crime de lèse-majesté. Non, c'est seulement mon plan diabolique pour accéder enfin au trône. Vous avez la ref? Non? Et si je vous dis... Ce n'est pas de la triche si c'est toi qui établis les règles. Et là? Oui, vous l'avez reconnu, c'est patibulaire et les lignes de texte que vous venez d'entendre sont issues de 2 cartes Lorcana des chapitres 4 et 5 puisqu'il s'agit de Pat Arbitre et de Pat Saltype. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui notre invité est arbitre et... Ah ben non, c'est pas du tout un Saltype, c'est même tout le contraire puisqu'il s'agit d'une chic fille. Vous écoutez Lips épisode 2 et j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Aurélie aka Dark Pingouin. Bien connue de la communauté FR en tant que joueuse et en tant qu'arbitre, elle nous racontera comment elle a rejoint l'univers des TCG. Elle nous parlera de fair play, de ruling complexe à base de lapins, de diablo. On parlera évidemment du sac et elle va même jusqu'à forger un terme dont je ne peux absolument plus me passer. Et en parlant de ça, si vous aussi vous n'arrivez plus à vous passer de Lips, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, n'hésitez pas à partager, à commenter le podcast sur votre plateforme préférée, ça nous fera extrêmement plaisir. Voilà, je vous laisse avec l'interview et je vous souhaite une très bonne écoute. Merci à toi pour l'invitation déjà, ça fait plaisir. Du coup moi c'est Aurélie. J'ai commencé les TCG avec Magic. Alors, je suis pas une vieille de Magic comme certains pourraient l'être. J'ai commencé que en 2017. Je suis tombée dessus un petit peu par hasard dans un Cultura. J'ai fait une initiation et j'ai tout de suite accroché. Suite à ça, je suis partie 2 semaines après cette initiation vivre 1 an aux États-Unis pour mes études. Et il me fallait un hobby là-bas qui me force un petit peu à ne pas rester avec tous les étudiants français avec lesquels j'étais partie, pour me forcer un petit peu à rencontrer d'autres mondes et parler en anglais. Donc Magic c'était un petit peu l'idéal et j'étais tombée sur une boutique là-bas qui avait une communauté incroyable. Donc tous les vendredis soirs je disparaissais là-bas, les gens savaient pas ce que je faisais et je partais jouer aux cartes. Ça m'a plu de fou et quand je suis rentrée en France je me suis rendu compte que mes meilleurs amis s'étaient mis à Magic aussi, coïncidence de fou. Et du coup, on a tous commencé un petit peu le jeu compétitif ensemble, et cet aspect communautaire et juste le jeu, rencontrer du monde, jouer, gagner des parties, ça fait quand même plaisir. Ça m'a tout de suite attiré dans l'univers TCG. J'ai testé ensuite d'autres jeux, beaucoup. J'ai testé Keyforge, Force of Will, Yu-Gi-Oh! Un petit peu, Seven Fallen, qui n'existe plus. J'ai un petit peu tout testé, je suis tombée un peu là-dedans. Et après, c'est posé la question de l'arbitrage. Alors là, c'est une anecdote un petit peu moins fun. Ça m'est souvent arrivé de quand même bien connaître les règles puisque je jouais régulièrement. Et des joueurs qui posaient des questions de règles, je leur répondais. Malheureusement, vu que je suis une femme, souvent, ils me croyaient pas. Souvent, c'est pas forcément dans la communauté dans laquelle je joue, dans la boutique dans laquelle je vais tous les jours, parce que la communauté est incroyable. Mais c'est déjà arrivé sur des tournois, etc. Malheureusement, c'est la vie. Et du coup, pour me prouver à moi-même que j'étais capable et que je disais pas n'importe quoi, j'ai décidé de passer le niveau 1 d'arbitrage. Donc à Magic, il y a plusieurs niveaux d'arbitre. Et du coup, il y a un test à passer pour passer niveau 1. Et est-ce que tu as recroisé des joueurs dont le comportement n'avait pas été très correct à ton égard? Non, je les ai pas recroisés. Après, c'est pas une grande perte, j'ai envie de dire. Mais non, je les ai pas recroisés. Après, c'était en général sur des gros tournois. Donc, c'est pas forcément des joueurs. Les bons joueurs, en général, ils ont un bon comportement. Donc, c'est pas des gens que j'ai recroisés. Après, peut-être que je les ai recroisés, mais en fait, j'ai pas retenu leur visage aussi. Je sais pas, mais j'ai pas re-eu d'interaction après. Je sais que moi, ça m'a donné pas mal d'assurance. Alors, c'est... Les compétences, je les avais déjà avant, hein, mais le fait d'avoir passé ça, j'ai quand même appris énormément de choses, des questions auxquelles je ne me serais pas forcément posée. Parce que forcément, quand on passe un test d'arbitrage, il y a toujours des questions un petit peu difficiles, des interactions qu'on ne voit pas forcément tous les jours, donc c'était hyper intéressant. Et non, j'ai pas recroisé d'autres personnes après. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé, par contre, de répondre à quelqu'un qu'on me croit pas, et que son pote à côté lui dit non mais elle est arbitre, elle dit pas n'importe quoi, et là la personne s'est excusée, et c'était un petit peu l'interaction de dire oui mais en fait même si j'avais pas été arbitre t'aurais pu peut-être me croire, enfin c'est... Ouais, alors on a parfois des joueurs qui finalement attendent simplement que la décision de l'arbitre vienne confirmer ce qu'ils voudraient, ce qu'ils souhaitent, et puis qui contestent quand c'est pas le cas.
Ça questionne vraiment le rôle de l'arbitre. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer, selon toi, en quoi ça consiste finalement, être arbitre? Alors, après, ça va dépendre aussi des TCG. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de programme officiel judge de l'Orcana, donc il n'y a pas vraiment noir sur blanc écrit sur un papier, il faut qu'un judge ait telle et telle compétence et qu'il se comporte de telle et telle manière. Après, il y a quand même des grandes lignes où je pense qu'on va retrouver dans tous les TCG, tous les arbitres ont plus ou moins la même philosophie. Déjà, l'important, et je pense que quelqu'un qui souhaite passer arbitre pour avoir du pouvoir, c'est quelqu'un qui n'est pas un bon arbitre. Pour moi, la vision que j'ai de l'arbitrage, et c'est ma vision personnelle, c'est que les arbitres sont là pour faire en sorte que le jeu fonctionne et se déroule de la meilleure manière possible. Je sais que la plupart des joueurs, et encore plus à l'Orcana, parce que c'est pour la plupart votre premier TCG, du coup vous n'avez pas forcément l'habitude de ça, vous voyez les arbitres comme des personnes qui viennent vous donner des sanctions. Un jour on m'a dit quelque chose, et c'est une phrase qui m'a vraiment marqué, c'est pas un arbitre qui va te donner un warning, c'est le joueur qui le reçoit. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes mis tout seul dans une situation qui fait que vous allez recevoir une pénalité. Les arbitres, on est juste là pour remarquer qu'il y a eu ce souci, essayer de trouver une solution pour régler le jeu et faire en sorte qu'il puisse se dérouler de la meilleure manière possible par rapport à ce qui vient de se passer. Malheureusement, il faut mettre des fois des sanctions pour éviter que ça se reproduise. Et déjà, juste le fait de recevoir un warning, le premier warning que vous avez dû recevoir dans votre vie, normalement, vous vous en rappelez. Alors, on se souvient tous du premier warning. Selon toi, est-ce qu'il y a une grande différence entre des joueurs qui viennent du TCG physique et ceux qui viennent de l'online, comme Arena pour Magic, Hearthstone ou Pokémon Live? Alors, même sur l'Orcana, ça m'est arrivé, c'était au Fige, du coup, sur le tournoi scellé, qu'il y avait un scellé pour la sortie du chapitre 3. On arrive aux phases de top 8, donc du coup, forcément, on surveille un petit peu de plus près les tables. Chose que quand il y a un tournoi à 64 joueurs, il y a quand même beaucoup d'arbitres, mais on peut pas mettre un arbitre sur chaque table. Et donc on arrive aux phases de top 8, et là il y a un joueur qui, je vois qu'il a l'habitude de jouer sur Pixelborn, parce qu'en fait, au début de son tour, il redresse jamais ses cartes. Pour payer, il engage pas ses encres, et c'est plein de petites actions où en soi, c'est pas très grave. Mais c'est quand même compliqué pour l'adversaire dessus, parce que forcément, il oublie de redresser ses personnages au début de son tour, puis après, il joue 2 personnages. Ensuite, il dit « Ah bah non, lui, je l'ai pas encore utilisé, donc je vais le redresser maintenant. » Et c'était difficile à suivre. Et pour moi, à ce moment-là, en tant qu'arbitre, c'était très difficile, parce que, en fait, c'était la finale du top 8. Donc bon, tant mieux pour le joueur qui en est arrivé là, et il avait un très bon niveau de jeu, mais parce qu'en fait, il avait pris trop l'habitude de Pixelborn qui faisait tout à sa place. Normalement, si j'avais dû appliquer les règles à la lettre, il aurait dû prendre plusieurs warnings pour General Rule Error, donc erreur de jeu, puisqu'il n'appliquait pas les étapes normales de jeu, de redresser au début de son tour. Et il aurait probablement perdu la finale là-dessus. Moi, personnellement, ça me plaisait pas de faire perdre une finale là-dessus, donc même son adversaire, il redressait les cartes à sa place, etc. Et donc, on lui a mis un premier warning, on lui a mis un deuxième warning, on n'est pas allé jusqu'au 3e warning. Après, il faisait quand même beaucoup moins les erreurs, il faisait beaucoup plus attention. Mais c'est vrai que ça se voyait sur les joueurs qui jouaient beaucoup à Pixelborn à cette époque-là, parce que ça venait de sortir. Ceux qui avaient jamais joué en réel, surtout qu'un scellé, on n'est pas forcément obligé d'avoir un deck. Donc en fait, c'était l'idéal pour commencer vraiment le jeu physique, quoi. Oui, il y a le respect des règles, mais il y a aussi la notion de lisibilité du jeu, quoi. Alors comme tu le sais, moi je joue beaucoup à l'Orcana avec mes enfants. Et c'est vrai que pour rendre le jeu plus facile à appréhender, je déclare chaque action à l'oral, en pointant quand même avec la carte au bon endroit pour expliquer quelle est la créature visée, etc., pour faciliter vraiment la lecture. Est-ce que c'est une pratique qu'il faut, selon toi, généraliser, ou est-ce que ça risque de ralentir le jeu? Ralentir le jeu, je pense pas forcément. Après, peut-être sur des avant-premières ou du draft, où forcément de toute façon on va lire toutes les cartes, donc c'est vrai que c'est mieux de les annoncer directement. Après c'est vrai que sur du jeu compétitif, je vais plutôt parler sur les hautes tables, la plupart des joueurs connaissent toutes les cartes, et c'est assez marrant de... En fait, en fonction de l'endroit de la salle dans laquelle on se trouve, donc sur les hautes tables, il y a vraiment quasiment aucun joueur qui parle. C'est assez rigolo, ils posent leurs cartes, ils se regardent même pas, ils font juste le signe fin de tour.
et juste ça joue tout seul presque, il y a vraiment silence total, sauf quand il y a une ou deux cartes qui sortent un petit peu des decks méta où on sait pas ce qu'elles font, là ça va communiquer, voilà. Mais sinon, sur les fins de table, bah, c'est des joueurs en général qui ont moins l'habitude ou des decks qui sortent moins bien. Où là, ça va beaucoup plus communiquer, ça va aussi beaucoup plus rigoler et passer des bons moments. En tant qu'arbitre, je pense pas que ça change pas grand-chose. Après, c'est sûr que c'est mieux de bien décomposer et expliquer à son adversaire, ça évite les incompréhensions. Les quiproquos qu'on pourrait avoir de « je n'ai pas compris, j'avais pas vu que ta carte elle faisait tel effet, t'es allé trop vite, etc. » Notamment ceux qui essayent de faire des effets un petit peu trop vite pour dire « Ah bah t'as oublié de piocher sur Diablo parce qu'en fait j'ai pioché directement, puis j'ai joué directement une carte et je te l'avais pas dit. » Donc c'est vrai que bien décomposer les étapes, ça évite cette frustration de l'adversaire aussi. Alors, que dit la règle, par exemple, sur Diablo? On rappelle le texte qui dit que tant que cette carte est épuisée, chaque fois qu'un adversaire pioche une carte durant son tour, on peut piocher une carte. Est-ce qu'il y a une limite de temps? Alors il n'y a pas une limite de temps à proprement parler. On va considérer, parce qu'on en a eu énormément des call judges là-dessus, on va considérer que vous devez laisser un temps raisonnable à l'adversaire pour réagir à ce que vous allez faire. Donc si, vu que l'Orcana déjà c'est un jeu où on n'a pas de réponse pendant le tour de l'adversaire, forcément, moi, je vois un Diablo en face qui est engagé, bah, l'adversaire il peut faire ce qu'il veut, moi j'ai pas de réaction. Donc dans ma tête, je vais déjà réfléchir au tour que je vais jouer. Donc c'est logique pour moi que quand je vais piocher ma carte de début de tour, je sais déjà ce que je vais ancrer et ce que je vais jouer. Sauf si ce que je viens de piocher est incroyable, mais en général, ce que je vais faire, c'est que je vais piocher, j'ai déjà la carte que je vais ancrer, je vais la jouer directement. Le fait de faire ça, ça peut prendre une demi-seconde. Ça ne laisse pas le temps raisonnable à mon adversaire de se rendre compte qu'il a un trigger de Diablo à faire. Donc je ne peux pas appeler un judge et dire bah en fait il a oublié de piocher parce qu'en fait j'ai pas du tout laissé le temps à mon adversaire de faire quoi que ce soit, j'ai pioché, j'ai joué ma carte et tout ça ça a pris moins d'une seconde, il a pas compris ce qui était en train de se passer. Pour moi dans ce cas-là, en tant qu'arbitre, je donnerai le droit à la personne qui a le Diablo d'avoir son effet. Par contre, si la personne, elle se rend compte après que j'ai joué 3 cartes et que j'ai fait 5 actions, bah là on va considérer que c'est trop tard. Ok, il y a cette notion de délai raisonnable pour éviter le rule sharking. Alors, rule sharking, on le rappelle, c'est le fait d'utiliser à son avantage les règles, non pas pour faire respecter un statut de jeu qui soit fair play et convenable, mais dans l'optique véritablement d'exploiter les règles de façon à en tirer un certain avantage. Comment tu réagis quand tu as des joueurs qui estiment que l'adversaire ne laisse pas piocher ou fait un effet quelconque en réaction à... Déjà, c'est des situations un petit peu délicates parce que, en général, quand ça arrive, c'est toujours la parole de l'un contre l'autre. Donc, dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle une investigation. On va essayer de prendre la version des deux joueurs et voir laquelle est la plus cohérente. Si jamais il y avait des témoins, on peut demander aux témoins de dire ce qui s'est passé. Souvent, ce qui va se passer, c'est que les gens vont nous le dire d'eux-mêmes. Moi, ce que je vous conseille en tant que spectateur, c'est de ne rien dire du tout. Parce que déjà, si vous donnez des informations quelconques, ça va être considéré comme aide extérieure et ça ne va pas du tout aider la personne que vous allez essayer d'aider. Mais par contre, oui, les arbitres peuvent totalement demander des témoins s'il y en a eu, surtout dans des cas même plus compliqués qu'on va appeler triche et tout ce qui est aide extérieure. Et pareil, en tant que spectateur, si vous voyez quelque chose qui n'est pas normal sur la partie qui est en train d'arriver, vous pouvez totalement demander aux deux joueurs de mettre leur partie en pause et appeler un arbitre pour qu'il intervienne. Par contre, à ce moment-là, vous ne devez donner aucune information. Pas interrompre ce qui s'est passé, mais si vous voyez quelqu'un qui s'est trompé dans la résolution d'une carte ou vous pensez qu'il s'est passé quelque chose qui ne devrait pas se passer, vous pouvez interrompre la partie et appeler un judge. Si vous faites ça toutes les 10 minutes et que vous interrompez des parties alors que ça n'a pas lieu d'être, il est fort probable qu'on vous demande de quitter la salle. Mais vous pouvez le faire. On peut prendre un warning en tant que spectateur qui s'applique aussi en tant que joueur. En fait, ça va dépendre de la sanction. En général, en tant que spectateur, les seules sanctions que vous allez pouvoir avoir, ça va être triche ou aide extérieure, puisque toutes les autres sanctions, elles sont propres à ce que vous allez jouer. Donc en tant que spectateur, vous ne jouez pas de cartes. Mais sur une aide extérieure, par exemple, le joueur qui a reçu l'aide extérieure et la personne qui a donné l'aide extérieure, si elle est elle-même joueur, vont tous deux recevoir la sanction. Alors après, ça dépend de la situation. On peut avoir une aide extérieure non sollicitée, auquel cas c'est seulement le spectateur qui va avoir la sanction.
Parce que sinon ce serait trop facile, en fait, je vais voir n'importe qui, puis je donne une aide extérieure pour faire disqualifier la personne alors qu'elle a rien demandé à personne. Ah ouais. Et c'est tout là qui va être difficile, ça va être prouver l'intention, est-ce que la personne, elle connaissait la personne qui a donné de l'aide extérieure, la personne qui a donné de l'aide extérieure, est-ce qu'elle était au courant de ce qu'elle était en train de faire? Le fait est que, à partir du moment où l'aide extérieure a été donnée, on peut plus revenir en arrière, parce que l'information a été donnée, et là c'est compliqué. C'est la partie de l'arbitrage que je déteste le plus, parce que ça va être la parole de l'un contre de l'autre, et les décisions qu'on va prendre, quoi qu'il arrive, vont être des sanctions quand même assez graves. Ça peut partir match perdu, partie perdue en entier, et jusqu'à disqualification si c'est de la triche avérée, ce genre de choses. Et c'est des décisions qui sont jamais faciles à prendre, parce que ça a quand même un gros impact sur le tournoi, et même sur la personne, comment elle va percevoir le moment qu'elle vient de passer. Et alors justement, comment on vit le fait d'avoir fait une erreur d'arbitrage, ou de croire même simplement qu'on a fait une erreur d'arbitrage? Alors c'est assez compliqué, ça va dépendre des situations. Moi, le premier gros tournoi que j'ai arbitré, j'ai eu de la chance, parce que déjà on m'a poussé à le faire, parce que je pensais pas que ça serait comme ça, mais en fait, le fait d'arbitrer en équipe, ça permet toujours de pouvoir se reposer sur d'autres membres de l'équipe. C'est-à-dire qu'on n'est pas seul face à une décision qu'on devrait prendre qui est difficile. Sur ce tournoi en question, le premier call arbitre que j'ai eu, c'est Judge, mon adversaire, est au téléphone avec Amazon. Vraiment, premier call arbitre de ma vie sur un tournoi important, du coup. Et moi, je suis là, je dois prendre une décision parce que je vois que la personne en face, elle est énervée, parce que c'est du manque de respect de la part de son adversaire. Je sais pas comment faire, parce que dans les règles de Magic, il n'y a pas écrit si mon adversaire est au téléphone avec Amazon spécifiquement, parce que je vois que son adversaire est de bonne foi et qui dit vraiment au livreur des informations pour abréger l'appel, et pas... Mais encore une fois, c'est pas un appel urgent, il avait pas à le prendre. La décision que j'ai prise à ce moment-là, c'était de dire, une fois que l'appel était terminé, donc l'appel a duré 3 minutes, je crois, c'était de dire, du coup, je vais vous donner 5 minutes de temps additionnel et vous allez commencer votre match maintenant, parce que c'était au début du match, donc il n'y avait pas de perturbation dans la partie, c'était avant que le match commence. Donc ça allait, entre guillemets, même si je pense que peut-être d'autres arbitres l'auraient mis en tant que comportement antisportif, probablement. Moi, ma décision, c'est celle que j'ai prise. Alors moi, quand je prends une décision, chaque fois, je demande si les deux joueurs sont d'accord avec ce qui vient de se passer. Là, les deux joueurs avaient l'air raisonnablement d'accord de se dire, on a 5 minutes de temps additionnel, au final, ça n'a pas changé la partie, et ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que toute la journée, je me suis reposé la question, mais est-ce que vraiment c'est la bonne décision? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Parce que c'était tellement improbable que c'était pas un cas où je savais, oui, ok, je vais donner un warning pour il a pioché une carte en trop et je vais le résoudre comme ça. Là, c'était un cas où je savais pas quoi faire. Dans les gros tournois, en général, même si ce genre de situation arrive et que vous savez pas comment réagir, vous allez pouvoir appeler un autre arbitre, ou alors même si le joueur est pas d'accord avec votre ruling ou votre sanction, vous allez pouvoir appeler le head judge. Effectivement, en boutique, le head judge, c'est vous-même. Donc, à part vous reposer la question à vous-même dans votre tête, ça va pas aller plus loin. Forcément, ça arrive de faire des erreurs, on est tous humains. Et des erreurs, moi, j'ai dû en faire beaucoup, je pense, et je m'en souviens même plus. Donc, c'est qu'au final, c'était peut-être pas très grave. Ce que j'essaie de faire a posteriori, quand je me rends compte que, en fait, j'ai donné un mauvais ruling sur une carte, je vais aller voir la personne, je vais m'excuser, je vais dire, je suis désolé, en fait, ça fonctionne comme ça, ou alors j'ai vérifié, ou y a un autre arbitre qui m'a expliqué que ça fonctionnait pas. Mais j'essaye d'aller voir la personne pour lui dire, déjà, je suis désolé, même si ça va pas forcément être cool pour la personne d'apprendre 3 rondes après que ça fonctionnait pas comme ça, mais au moins maintenant la personne est au courant. Et je vais pas me dire, en fait, je vais pas lui dire comme ça, elle le saura pas et elle aura pas l'information. Après, prendre des mauvaises décisions sur des sanctions, ça peut arriver. Je pense que chaque arbitre et chaque personne va le vivre différemment, et ça dépend aussi de l'erreur que vous avez faite. Est-ce que l'erreur, elle a coûté un top 8 à quelqu'un, auquel cas c'est peut-être un peu plus compliqué. Est-ce que en fait, vous êtes trompé sur une carte, et la personne, elle a oublié de piocher 2, mais de toute façon, elle perdait la partie un tour après, ça avait pas d'impact. C'est des choses qui, forcément, en fonction du contexte, on ne vit pas de la même manière. Alors oui, il y a le cas de la partie qui est déjà pliée, puis pour laquelle un arbitre peut faire preuve d'indulgence parce que finalement, il n'y aura pas d'impact réel sur le résultat. À l'inverse, on trouve la triche. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à de la triche volontaire? De la triche, j'en ai jamais vu de mes propres yeux.
Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va venir me rapporter des choses du style oui, bah il y a 3 rondes, un tel il a triché, il a fait ça. Euh, alors oui, d'accord, mais le problème c'est que bah, déjà ça aide pas le joueur parce que bah, potentiellement vous lui donnez une mauvaise réputation alors que ça n'a pas lieu d'être. Nous, en tant qu'arbitre, de toute façon, on se doit d'être impartial. Donc même si un tel et un tel ont une réputation de tricheur pour une raison X ou Y, c'est des choses que nous, en tant qu'arbitre, on va forcément le savoir parce qu'il y a des noms qui remontent, etc. La seule chose que nous, on va faire en tant qu'arbitre, c'est peut-être surveiller un petit peu de plus proche la table, mais on va partir d'aucun a priori sur peu importe quel call on va avoir. Parce que bah, chaque nouveau call, on doit le prendre d'une manière neutre. Se dire, ok, là j'ai la version de joueur A versus joueur B. Le fait que joueur A, il ait triché sur 53 challenges, moi, à la rigueur, je suis même pas censé être au courant. Donc, je vais me dire, ok, je vais prendre sa version, je vais prendre la version du joueur B. Si la personne a triché, de toute façon, bah, on va faire une investigation. On va lui demander de répéter plusieurs fois sa version, savoir comment ça s'est passé, ce que l'autre personne a vu, encore une fois, si les spectateurs ont vu des choses. Et là, on prendra une décision. Mais de la triche, alors qu'il y en a, à part entendre certaines choses, moi, j'en ai jamais vu. Ok, et du coup, si on parle plutôt de faits de jeu, d'erreurs, etc., comment ça se décompose? Qu'est-ce qu'on trouve généralement comme erreur ou comme faute réalisée par les joueurs sans parler vraiment de triche? Donc par exemple, on va avoir 3 grosses catégories. Ça va être les informations cachées. Donc si, sans faire exprès, je fais tomber la carte du dessus de mon deck, je la révèle. On va avoir les erreurs de nombre de cartes, donc si j'ai pas assez de cartes en main parce que j'ai oublié de piocher sur des effets, ou si j'ai pas assez de cartes en encre, ou trop de cartes en encre, ça va rentrer dans cette catégorie-là. Et ensuite, tout ce qui rentre pas trop dans les 2 premières catégories, c'est règle générale, erreur de règle générale. Et donc, si j'ai un warning dans j'ai pas assez de cartes en main, et ensuite un warning de erreur de règle générale, et encore une fois un deuxième warning d'erreur de règle générale, difficile à dire, celui-ci va pas se transformer automatiquement en match loss. Du coup, il faut que ce soit dans la même catégorie. Ah, alors, on vous incite pas à prendre des warnings dans toutes les catégories, évidemment, pour pas un petit peu. L'échelle de sanctions à l'Orcana, il n'y a pas d'entre-deux entre l'avertissement et la game loss. Un entre-deux, je sais pas. Moi, en comparaison, j'ai que Magic. Et bah Magic, c'est pareil. On a des warnings et au-delà du 3e warning, ça passe aussi sur une game loss. Mais, et ça, les joueurs s'en rendent pas forcément compte. Et c'est vraiment quelque chose que nous, en tant qu'arbitre, surtout sur les challenges, on a des briefings au début pour être sûr qu'en fait, tous les arbitres vont appliquer la même sanction, la même philosophie sur certaines situations. Je ne vais pas rentrer dans les détails des situations, etc., parce que ça va rester confidentiel, mais avant chaque challenge, on nous a dit, la philosophie pour telle situation, on veut que tous les arbitres, ça procède de cette manière-là. Je vais vous donner un exemple qui est plus confidentiel et qui est plus d'actualité, mais ce qui s'est passé à Lille, par exemple, il y a les règles qui ont changé, les règles de tournoi qui sont tombées, je crois que c'était 2 ou 3 jours avant Lille. Et dans ces règles, il y avait écrit noir sur blanc que les joueurs ne pouvaient pas avoir de sleeve qui n'était pas totalement opaque. Et du coup, nous, on arrive au challenge de Lille et on se dit, ok, ça va être compliqué parce qu'en fait, là, potentiellement, on va devoir demander à je sais pas combien de joueurs d'arrêter leur partie, de prendre une sanction. Donc déjà, c'est un super mauvais moment parce qu'ils commencent la journée comme ça, en arrêtant leur partie, en leur disant maintenant il faut aller racheter des sleeves et vous avez 10 minutes pour être à votre siège, avoir re-sleeve votre deck, sinon vous avez perdu votre match. Ça n'a pas de sens. En fait, voilà, nous, ce qu'on nous a dit, c'est vous ne sanctionnez pas les joueurs là-dessus, vous faites de l'éducation, parce que c'est vrai qu'une grosse partie de l'arbitrage, c'est aussi éduquer les joueurs, plus que de les sanctionner, en fait, c'est juste leur expliquer pourquoi ce qu'ils sont en train de faire, ils peuvent pas le faire, pour plus que ça se reproduise. Et nous, la directive qu'on avait, c'était si vous voyez des sleeves transparentes, expliquer aux joueurs pourquoi ils peuvent pas avoir de sleeves transparentes, sans les accuser de triche tout de suite, juste leur expliquer que des gens peuvent s'en servir pour tricher, et c'est pour ça que les règles interdisent ça, et que du coup, blablabla, juste pour expliquer comment ça fonctionne, et leur dire, s'il vous plaît, on va pas vous sanctionner, donc vous prendrez pas de warning, mais est-ce que après la partie, vous pouvez aller changer vos sleeves. Et moi, ce que j'avais donné aux gens de mon équipe comme directive, et je pense que la plupart des team leads l'ont fait aussi, c'était
de surtout pas interrompre un match pour aller donner cette information au joueur. Parce que moi, je suis un joueur, je suis en train de jouer, il y a un arbitre qui s'approche, déjà, c'est intimidant, et en plus, il me dit tes sleeves, elles sont pas légales. C'est très très intimidant. Donc on attend la fin de la partie, comme ça la personne a déjà fini de jouer, ça la met pas dans un mauvais contexte pour faire son BO2, elle commence la deuxième partie en disant alors après il faut que j'ai changé mes sleeves, il y a un arbitre il est venu me dire que pour les prochains challenges ça passerait pas, etc. Le faire en fin de partie en général, déjà les joueurs le prennent mieux. Et ça permet à tout le monde de passer un bon moment, parce que le but, c'est pas à la ronde 1 de disqualifier la moitié de la salle parce qu'ils n'ont pas acheté des sleeves. Alors, on parle de décision d'arbitrage, mais la première décision à prendre, pour ce qui te concerne, c'est celle qui consiste à décider si tu joues ou si tu arbitres. Comment tu fais ce choix ? Alors moi, j'ai une attache un peu particulière à l'Orcana. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé dans mon parcours au début. Il faut savoir que moi, du coup, j'avais rencontré les personnes de Ravensburger au Festival des Jeux en 2023. Avant que le jeu sorte, ils avaient un stand pour promouvoir le jeu. Et je les avais contactés. On avait un petit peu parlé du jeu et j'avais parlé justement de mon intérêt pour les différents TCG, que j'étais arbitre, etc. Et ils m'avaient recontacté après. Alors vraiment improbable, parce que je suis pas un grand nom dans l'arbitrage ou qui que ce soit. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment juste quelqu'un qui était hypé par l'Orcana, en fait. Et eux, donc du coup chez Ravensburger, ils avaient pas mal d'animateurs de jeux de société, mais il leur fallait quelqu'un qui connaisse un petit peu plus l'univers des TCG, parce qu'ils allaient avoir un salon qui allait sortir. C'est le salon Gala TCG. Et forcément, il y allait avoir énormément de personnes qui connaissaient très bien les TCG et qui risquaient de poser des questions un peu pointues. Et du coup, il m'avait proposé de les rejoindre pour bosser avec eux à ce salon, pour présenter, du coup, et je crois que c'était peut-être même en avant-première mondiale, les règles du jeu Lorcana avec les cartes de démo, etc. Et donc c'est comme ça que je suis rentrée dedans. J'ai tout de suite accroché parce que forcément j'ai pu voir les cartes, voir comment ça fonctionnait, etc. Donc je me suis dit ça y est, je suis foutu, j'ai déjà mis tout mon argent dans Magic, maintenant ça va partir dans l'Orcana. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai enchaîné quelques salons avec eux. J'avais présenté aussi au Paris et Ludique pendant 3 jours complets le jeu à fond. Et là, j'avais encore des doutes. Je me disais, je sais pas si je vais m'y mettre à fond en tant que joueuse ou si je vais juste faire ça sur des salons parce que ça m'intéresse. Et après, du coup, forcément, on a fait l'avant-première à la boutique. Et là, je me suis dit, en fait, non, le jeu est trop bien, il faut que je joue. Et les personnes de Ravensburger m'ont contacté pour que je fasse l'arbitrage, avec d'autres arbitres évidemment, au Festival des Jeux à Cannes, du coup, sur le premier tournoi officiel, 1 an après. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est trop bien, j'aime trop la communauté, et j'ai envie de transmettre toutes ces choses que je connais maintenant de l'arbitrage que j'avais acquéri grâce à Magic, j'ai envie de les transmettre à l'Orcana, en fait. Et l'Orcana, c'est un jeu où je me vois mal me mettre à fond compétitivement. J'aime beaucoup jouer, mais en fait, soit alors je vais pas dire que j'ai pas le niveau, mais probablement si. J'ai pas envie de jouer les decks top méta parce que ça gagne. Et du coup, moi, je préfère faire mes petites parties de ligue de temps en temps. On a quand même un très bon niveau à la boutique, on a beaucoup de joueurs, donc ça permet quand même de pouvoir jouer sans jouer à chaque fois contre les 3 mêmes personnes. Mais aller jouer sur des challenges et tenir mentalement, parce que c'est quand même du mental, sur 9 rondes, je me vois pas faire ça. Alors, je dis pas que arbitrer, on fout rien et que c'est pas fatigant. C'est une fatigue différente, et c'est vrai que, moi, en tant qu'arbitre, à partir du moment où on est ronde 9, effectivement, quand on est sur l'arbitrage des tables où il y a un enjeu, faut être investi, et c'est aussi de la fatigue et de l'implication. Mais j'ai beaucoup moins à perdre que la personne qui est en train de jouer son top 8, en fait. Et là, mentalement, la fatigue, elle est vraiment lourde pour avoir déjà fait, à mon humble niveau, des tournois Magic où il y avait 6 ou 7 rondes. Je sais qu'à la fin de la journée, on est mort. Alors, l'Orcana faire des challenges à 9 rondes, moi, je peux pas. Ouais, alors 9 rondes, c'est évidemment énorme, parce que c'est plus de 9 heures assis à une table en comptant les temps d'attente. On a beau adorer les cartes, c'est parfois un petit peu difficile quand même à encaisser. Et pour revenir d'ailleurs sur les cartes, tu es venu avec 3 cartes qui t'appartiennent, que tu vas nous présenter. Je m'avais demandé de choisir 3 cartes pour 3 catégories précises.
Il y en a deux où j'ai beaucoup hésité. La première, c'était très simple, c'était quelle carte j'affectionne particulièrement. J'ai choisi Stitch Rockstar, du coup, du chapitre 1. Pourquoi ? Bah déjà parce que c'est à cause de lui que je joue hyper aggro. En fait, j'ai vu la carte, parce que du coup, bah, au fameux gala TCG où je présentais le jeu, on avait une vitrine avec toutes les cartes de la D23. Et du coup, bah, Stitch faisait partie des cartes de la D23. Et en fait, je trouvais la carte magnifique. Enfin, l'art, c'est incroyable. J'aime beaucoup Stitch. Et l'idée d'avoir un Stitch Rockstar qui a 4 bras pour faire des solos de guitare, incroyable. Son effet aussi est plutôt cool. Ça permet d'avoir des ressources. Et c'est vrai que quand on joue aggro, en général, on s'épuise assez vite. La carte est plus trop jouée, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette carte. Pour le design, même pour son effet, et voilà, c'est la carte qui m'a fait monter mon deck au chapitre 1. Mon deck a pas bougé, si j'ai changé des cartes quand même dedans, mais c'est toujours le même, donc pour moi ça restera, je pense, une de mes cartes préférées de l'Orcana. Et la deuxième carte que tu nous as apportée ? Tu m'as demandé de ramener une carte qui posait souvent des problèmes d'arbitrage, où il y avait peut-être pas des incompréhensions, mais qui revenaient souvent dans les appels arbitres. Perdu dans l'hiver, on a beaucoup d'appels dessus, déjà parce que la carte est énormément jouée, donc forcément ça aide. Et parce qu'il y a deux situations dans lesquelles ça peut être un petit peu compliqué. Donc Perdu dans l'hiver, pour le rappeler, c'est une carte chanson, qui du coup est une action qui coûte 3, et qui dit « Choisissez un personnage et infligez-lui 2 dommages, piochez une carte ». Et donc les questions qu'on va souvent avoir avec Perdu dans l'hiver, c'est il n'y a aucun personnage en jeu, mon adversaire il a joué cette carte et il pioche une carte, mais il a pas le droit parce qu'il n'y a pas de personnage en jeu, donc il peut pas cibler un personnage. Et c'est quelque chose que quand on vient d'autres TCG peut paraître un petit peu contre-intuitif de se dire bah en fait il n'y a pas de cible, donc je peux jouer une carte dans le vent, entre guillemets. Il faut savoir que les règles de l'Orcana disent que quand on joue une carte, on essaye de résoudre le maximum de la carte possible. Mais si il y a des effets qu'on ne peut pas faire, bah c'est pas grave, on les fait pas. Et donc du coup, on peut jouer Perdu dans l'hiver juste pour piocher une carte. Ça peut être intéressant à certains moments de la partie, si on a que Perdu dans l'hiver en main, ou si on n'a rien de mieux à faire, de juste la jouer pour piocher une carte et espérer avoir mieux. C'est quelque chose que les joueurs ont un petit peu du mal à comprendre par moment. Il y a aussi le cas de... Je joue Perdu dans l'hiver, mais j'ai des personnages en jeu de mon côté, et il n'y a rien en face. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire ? Et quelle est la décision à appliquer pour un arbitre ? C'est est-ce que je force la personne à jouer quand même sa carte et à lui mettre 2 dégâts ? Ce genre de choses. Là, la philosophie, elle va un petit peu dépendre du tournoi et du contexte, et si on est sur quelque chose avec beaucoup d'enjeux, ou si on est plutôt sur un tournoi amical en boutique, auquel cas on reviendra en arrière, etc. Mais voilà, c'est une carte qui pose des problèmes pour ça, et ensuite il y a la fameuse interaction avec Diablo. Donc Diablo qui, quand il est engagé, si l'adversaire pioche une carte, on pioche une carte nous aussi. Et l'interaction, c'est de dire, vu que Diablo prend 2 dégâts, il est du coup banni, et l'adversaire pioche la carte après, et donc du coup, Diablo, il voit pas la pioche. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pour décomposer l'action, moi ce que j'aime bien faire, c'est de dire que... Alors déjà, dans les règles, il y a écrit qu'on doit résoudre une carte en entier avant de passer à la suite. Perdu dans l'hiver, du coup, moi ce que j'aime bien faire, c'est prendre 2 marqueurs de dégâts et les poser sur Diablo, pour vraiment signifier ce qu'on est en train de faire. Je monte, je mets 2 dégâts sur Diablo, pour le moment on s'en occupe pas. Ensuite je pioche ma carte, et donc là Diablo voit l'effet, ça part dans le fameux sac. Et ensuite, maintenant j'ai résolu ma carte Perdue dans l'hiver, je la mets dans la défausse, et là maintenant on regarde ce qui se passe, et Diablo est banni. Et ensuite, on va prendre ce qui restait dans le sac, c'est-à-dire l'effet de Diablo, où là du coup l'adversaire va piocher. Tu évoquais le bag à l'instant, ou sac en français. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne ? Parce que pour certains joueurs, c'est peut-être pas très très clair. Le sac, c'est vrai que c'est... La première fois que j'ai entendu parler du sac, je pensais vraiment que c'était une blague. Mais en fait, c'est une image qui explique très bien comment ça fonctionne. En fait, il faut s'imaginer un grand sac dans lequel on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Ce qu'on veut étant, du coup, les effets des différentes cartes ou des différents objets qui sont en jeu. À chaque fois qu'on a un effet qui va arriver, il va rentrer dans le sac.
Et vu que c'est un grand sac, je peux avoir énormément de choses à l'intérieur, de manière infinie. Et je vais pouvoir piocher dans le sac pour savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire, plutôt que d'avoir une pile ou tout qui se résout en même temps. Ça permet d'expliquer comment on va résoudre les actions quand on en a plusieurs qui se déclenchent en même temps. On a tout dans le sac, et le joueur actif, parce que c'est possible du coup d'avoir des effets déclenchés des deux côtés, le joueur actif va pouvoir prendre dans le sac, évidemment, les actions qui s'appliquent à lui et pas celles de son adversaire, et les résoudre dans l'ordre de son choix. Mais en résolvant une première action du sac, il peut déclencher une autre action qui va elle aussi aller dans le sac, mais ça veut pas dire qu'elle doit se déclencher après toutes les autres. Ça veut juste dire que j'ai une chose en plus dans le sac. C'est comme si on avait plusieurs billes qu'on allait mettre dans un sac, et à chaque fois que je fais quelque chose qui déclenche une bille, elle va être rajoutée au sac. Et ensuite, je peux prendre n'importe quelle bille présente dans le sac pour la résoudre. Et mon adversaire pourra faire pareil quand j'aurai fini de résoudre toutes les actions qui me concernaient. Un cas qui revient souvent quand on évoque le ruling du bag, c'est le cas de Diablo, Lapin, soyez prête. J'ai eu différents cas de... je vais appeler ça de la compréhension de comment ça fonctionne. On a eu du... c'est facile, il y a tout qui va dans le sac et on voit après. C'est pas du tout facile, ça n'a pas de sens. J'ai eu... Le joueur actif doit choisir dans quel ordre bannir les personnages avec Soyez prête. Alors, spoiler, c'est pas du tout le cas. Soyez prête passe même pas par le sac. En fait, Soyez prête, c'est une carte action, chanson. Donc on va la résoudre en entier, et dessus, il y a écrit « Bannissez tous les personnages ». Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les personnages, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'abord ceux du joueur actif sont détruits, etc. C'est je prends tous les personnages et je les mets dans la défausse. Maintenant que tout a été mis dans la défausse, on va regarder s'il y a des effets qui doivent se déclencher. Et à ce moment-là, le seul effet qui doit se déclencher, c'est celui de Merlin Lapin qui dit « Je ne suis plus là, je pioche une carte ». Diablo, à ce moment-là, il est plus du tout en jeu. On n'est pas sur le cas de Perdu dans l'hiver, où il était encore en jeu avec des dégâts proches de la mort, mais il voit quand même ce qui se passe. Là, il est plus là pour savoir ce qui se passe, et donc du coup, la carte est piochée bien après. Et donc du coup, il n'y a pas de... Si le joueur actif décide de d'abord détruire le Diablo, du coup, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment, on bannit tous les personnages, et ensuite, il y a le lapin qui va se déclencher. Alors, dans le même genre, on a aussi le cas de Mirabel Madrigal, du 7-5, dont on a envie de contourner le texte. Je rappelle, la Mirabel Madrigal, c'est une 5-5 pour 5 qui lore pour 5. Et son habilité, c'est « Passe en ma famille, vous ne pouvez pas jouer ce personnage à moins d'avoir 5 personnages ou plus en jeu ». Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est pas possible de contourner finalement le texte de Mirabel pour essayer de la jouer plus facilement? Dans la plupart des TCG, et l'Orcana c'est le cas, on a la règle qui dit la négation est plus forte que le positif, donc si une carte me dit que je ne peux pas faire quelque chose, le fait que je me dise ah oui mais je peux le faire avec tel effet, la négation sera plus forte. L'effet de Madrigal, c'est un effet qui est permanent sur la carte, donc peu importe la zone dans laquelle elle se situe, il s'applique. Et il y avait écrit, vous ne pouvez pas jouer cette carte. Il y avait écrit, vous ne pouvez pas payer pour jouer cette carte et faire son effet. C'est, vous ne pouvez jamais jouer cette carte si vous n'avez pas 5 personnages en jeu. Je prends le cas qui a le plus été cité pour essayer de la jouer gratuitement, sans payer son effet, etc. C'était de se dire, ah bah si on a un Mufasa. Mufasa, pour le rappeler, quand il est banni, on révèle la carte du dessus de la bibliothèque, et si c'est un personnage, on peut le jouer gratuitement. C'est important parce qu'il est écrit, vous pouvez le jouer gratuitement. Et c'est pas, il arrive en jeu. C'est, je peux le jouer. Et en fait, vu que Madrigal dit, vous ne pouvez pas jouer cette carte si vous n'avez pas 5 personnages, le fait que je l'ai joué gratuitement, ça n'a rien à voir. Et du coup, en fait, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que, du coup, les règles font que ça ne fonctionne pas. Alors, tu es venu avec une troisième carte, et il s'agit de Flaversham. C'est une carte qui est très très jouée, et donc du coup, on peut se dire que peut-être qu'elle va recevoir un errata comme Bucky. Donc tu m'avais demandé de ramener une carte qui pourrait potentiellement se faire bannir ou errater, ou peut-être qui était sur une liste de surveillance de Ravensburger. Alors disclaimer, je n'ai pas du tout ce genre d'infos. Et si c'était le cas, je ne serais pas venu avec une carte pour vous dire qu'elle serait bannie dans 2 jours. Tu fais référence à la mise à jour de l'application officielle du mois d'août, où on a vu Flaversham être nerfé sur les stats et sur son effet également.
on piochait plus qu'une seule carte. La communication du coup de l'Orcana, c'était de dire que c'était une erreur et que du coup ils avaient remodifié l'appli pour enlever ce changement. Alors est-ce que du coup c'était un ban qu'ils ont déployé trop tôt dans l'appli ou est-ce que c'est vraiment juste une erreur? Ce que je trouverais un petit peu bizarre parce que pourquoi est-ce qu'ils s'amuseraient à changer des cartes comme ça? Mais pourquoi pas, peut-être qu'ils faisaient des tests aussi en interne. J'ai ramené cette carte parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui râlent dessus parce qu'effectivement, si elle serait modifiée ou si elle venait à disparaître, je pense que la plupart des decks bleu combo auraient beaucoup plus de difficultés à fonctionner aujourd'hui. Après, moi, je suis pas du tout fan d'érater les cartes comme l'Orcana le fait. Je pars du principe que ce qu'ils ont fait à Bucky, ils auraient pu juste bannir la carte et ça aurait été pareil. Puisque Bucky est plus du tout joué, enfin à ma connaissance, ou alors peut-être en x1 dans des decks histoire de dire, mais c'est vraiment plus du tout le même effet. Alors, en parlant d'errata, on a de nombreuses approximations sur des traductions en français au premier chapitre. Comment ça s'est passé, ça, à la sortie du jeu? Alors nous ici on l'a pas trop vécu à la boutique parce que forcément dès qu'on a vu qu'il y a eu les errata, on a repris le PDF. Alors je sais plus qui c'est, mais c'était quelqu'un de la communauté qui les avait fait, c'était même pas Ravensburger, qui avait repris justement tous les errata, qui avait fait une petite affiche pour pouvoir tous les afficher avec la carte actuelle et la version erratée, avec le nouveau texte, etc. On l'a tout de suite communiqué à tous les joueurs. Alors c'était un petit peu compliqué au début, forcément pour les gens en plus qui venaient apprendre à jouer, parce que je crois que N'écoute que moi est en plus dans un des decks de démarrage, donc encore plus complexe. Mais après les personnes l'ont bien pris et c'était une habitude. Comme j'ai pu le dire un petit peu plus tôt, en général après les joueurs connaissent les cartes et on lit même plus vraiment ce qui est écrit dessus, on va regarder les dessins et on connaît l'effet de la carte. Donc c'est juste le temps que ça se mette en place. Ça, c'était au chapitre 1. Depuis, on sent que Ravensburger a apporté un soin et une minutie beaucoup plus importante aux cartes. D'ailleurs, on sent qu'ils sont à l'écoute de la communauté sur différents sujets. La méta avec le nerf de Bucky, dont on a déjà parlé, mais aussi sur le nombre de places en DLC, etc. On les sent quand même vraiment très à l'écoute. Oui, il y a vraiment un réel retour et prise en compte des retours de la communauté. Nous, on l'a vu sur la sortie des règles, notamment, pour tout ce qui est encre. Parce qu'en fait, avant, il y avait vraiment écrit dans les livrets de règles qu'on avait avec les decks de démarrage, quand vous mettez une carte en encre, vous la mettez face cachée dans votre encrier. Ça a créé plusieurs soucis. Il y a des personnes, des fois, qui mélangeaient leurs mains avec leur encrier, des personnes qui savaient plus si elles avaient ancré, etc. Et il y a pas mal de gens de la communauté qui ont dit moi en fait ce que je fais c'est que à la place je mets un dé pour dire combien j'ai d'encre en jeu, ou alors moi j'utilise des cartes de substitution, comme ça je les mélange pas avec ma main. On a aussi eu moi je laisse la carte que j'ai ancrée retourner pour me souvenir et à la fin de mon tour je la remets face cachée. Et ça c'est des choses où on savait pas vraiment si c'était autorisé ou pas dans les règles parce que c'était pas vraiment écrit. Des joueurs qui considéraient que c'est pas écrit dans les règles, donc on n'a pas le droit de le faire. Et là, c'est vraiment Ravensburger qui a pris parti de dire on va le mettre dans les règles du jeu, et comme ça, les personnes qui veulent le faire peuvent le faire. Et il n'y a pas de doute possible de est-ce que c'est autorisé ou pas. Et ça, c'est vraiment des retours de la communauté qui ont été très bien pris par les joueurs, en fait, de pouvoir faire ça. Et il y a même énormément de gens qui, du coup, en lisant les règles, quand ça a été discuté sur les forums, etc., de se dire c'est vrai que c'est pas bête de garder la carte retourner pour se rappeler si on a ancré, surtout sur les decks bleu-rouge qui ancrent plusieurs fois par tour avec différents effets, donc se rappeler qu'est-ce qu'on a fait, c'est pas mal. On approche de la fin, et quel conseil tu pourrais te donner à des joueurs débutants ou même confirmés pour faciliter finalement l'arbitrage? Moi déjà ce que j'aurais envie de dire, parce que c'est quelque chose qui m'étonne toujours, pour moi ça me paraît logique et forcément je suis de l'autre côté donc je me rends pas compte, mais surtout n'hésitez pas à remettre, alors c'est horrible ce que je vais dire, mais à remettre en question le ruling qu'on va vous donner. Donc un ruling, c'est quand un arbitre vient à votre table et vous donne un point de règle et vous dit ça va se résoudre comme ça et on va faire comme ça. Vous avez totalement le droit de
pas être d'accord avec l'arbitre, et c'est possible que l'arbitre se trompe, ou alors que vous ayez mal compris. Vous pouvez totalement lui demander de réexpliquer ou demander un second avis. Ça sera jamais mal pris, ça arrive. Évidemment, si l'arbitre vient vous dit bon bah la carte elle marche comme ça, il a l'air vraiment sûr de lui, et juste parce que ça vous arrange pas, vous demandez un second avis, forcément bon. Mais moi ça m'a vraiment frustrée d'avoir pas mal de retours de joueurs sur des challenges, et notamment par le fait qu'il n'y ait pas encore de programme officiel pour les arbitres. Ça arrive malheureusement que des arbitres des fois se trompent sur des points de règle, et que des joueurs se retrouvent frustrés en se disant bon bah voilà, il s'est trompé sur le point de règle, ça a ruiné ma partie, et je savais pas quoi faire. Et le fait que je leur dis mais est-ce que t'as demandé à avoir le head judge pour avoir un second avis, ils m'ont dit ah bah non, je savais pas que je pouvais. Ça c'est vraiment un conseil que j'aurais envie de vous donner, c'est si vraiment vous êtes sûr de vous, vous pouvez demander un second avis, ça sera jamais retourné contre vous. Il y a ça, le fait d'être le plus clair possible avec votre adversaire, comme on disait, dans la lisibilité du jeu, dans ce que vous faites, pour que justement, si un arbitre arrive à votre table, il puisse comprendre clairement ce qui se passe, combien il y a d'encres qui sont engagées, quelles sont les cartes qui sont dans votre défausse. Pareil, au niveau des points de l'or, si on vous demande de les noter sur un papier, c'est pas pour vous embêter, c'est pour justement, s'il y a un point de discorde, on puisse remonter en arrière du mieux qu'on peut pour savoir où est-ce que c'est arrivé que t'as oublié de noter les 2 de l'or de ton adversaire, et est-ce que c'était il y a 5 tours? Ah oui, c'est vrai, en fait, t'avais fait l'effet de la chèvre et j'avais oublié de le noter, et en fait, comme ça, on va pouvoir décomposer. Et si vous le faites pas, si vous notez juste les lors sur un dé, et que vous faites tomber votre dé par terre, en fait, on sait plus du tout à combien de lors vous étiez. C'est pour ça que moi, ce que je vous conseille, c'est d'être le plus clair possible dans ce que vous faites, comme ça il n'y aura pas de doute pour votre adversaire, et quand un arbitre va venir, il n'y aura pas de doute non plus pour lui sur ce qui est en train de se passer, et il pourra vous aider de la meilleure manière possible. Ultime question, c'est une question qui va revenir à la fin de chaque épisode, que j'avais déjà posée à Eric lors de l'épisode précédent. Quel invité, toi, tu aimerais que je reçoive pour un prochain épisode de Lips ? J'avais quelques personnes en tête, mais je pense que ça pourrait être intéressant, je vais le remercier d'ailleurs, de te tourner vers D'un Coup, qui est un peu une des personnes de l'ombre qui gère plus ou moins tous les gros Discord et le gros groupe français de l'Orcana en fait. Alors pas lui tout seul, forcément, il a aussi une équipe de modérateurs, etc. Mais il fait énormément de choses pour la communauté, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir sa vision des choses aussi. Aurélie, merci. Merci pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. On s'est régalé. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode un petit peu particulier, puisqu'il a été enregistré maintenant il y a presque 2 mois, fin août 2024, mais pour des raisons techniques, ma voix n'avait pas été captée correctement lors de l'enregistrement, donc il a fallu passer un petit peu plus de temps en post-production que d'habitude. Voilà, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Lips. D'ici là, prenez soin de vous, à très vite.